Bonjour Florent, Bonjour Boris, bonjour tout le monde. bonjour à tous. Bienvenue dans cette session, ce petit tour d'horizon de Azure Virtual Desktop, donc anciennement connu sous le nom de Windows Virtual Desktop. On se propose aujourd'hui de vous faire un petit tour du produit, des usages types dans lesquels il fait complètement sens, des démos. Donc, Florent, tu vas nous montrer l'expérience utilisateur et puis le mode Quick Start, qui est justement une des nouveautés qu'on va mettre en avant. On finira par le tour des dernières nouveautés. Et tout ça en une demi-heure, 30 minutes chrono. C'est parti. Alors, Azure Virtual Desktop, donc c'est un service d'Azure sécurisé qui vous permet d'avoir une expérience idéale pour le télétravail en retrouvant un bureau virtuel Windows 10 sur tout type de terminal depuis donc quasiment n'importe où. Vous pouvez profiter de l'expérience Windows 10 multisession, qui est justement une des capacités qu'on va voir qui permet de fortement optimiser les coûts de ce service, et puis de capitaliser sur vos licences existantes, soit de l'ancienne génération du service RDS, soit de vos licences Windows 10 ou Windows 7, pour la plupart. Alors Windows Virtual Desktop, Virtual Desktop, ce n'est pas que de l'OS, hein, c'est aussi donc un service Azure qui est managé pour vous. C'est-à-dire que on va avoir tout le bénéfice d'un service géré pour facilement aussi prendre en compte les usages et ajuster la capacité en fait en quelques minutes, puisque toutes les composants d'infrastructure en fait vont être gérés par Microsoft, par la fabrique Azure. Et donc, quand il faut prendre en charge 500 voire 1000 utilisateurs supplémentaires dans la journée, on va pouvoir comme ça très rapidement provisionner de nouveaux bureaux virtuels et sans pour autant avoir à faire de compromis sur la sécurité, puisque le service derrière est contrôlé par la colonne vertébrale, hein, de l'identité dans Azure, qui est Azure Active Directory. Et donc, toutes les stratégies de sécurité qui peuvent déjà avoir été modélisées vont pouvoir s'appliquer. Je pense par exemple à l'authentification forte avec le MFA, mais aussi les stratégies, par exemple, d'accès conditionné qu'on va pouvoir délivrer dans le cadre de ce service AVD. Claire. Alors, le service a été relativement populaire auprès de nos clients l'année dernière, dans la phase de Covid. Donc, un des usages qu'il tire naturellement, eh bien, c'est sa capacité à être une solution pour répondre aux besoins de télétravail. Donc, quelques éléments de contexte. Donc, avant la pandémie, on observait, selon les études, à peu près un cinquième des Français qui étaient concernés par du télétravail, soit occasionnel, soit de manière très régulière. Ce chiffre est monté, donc en septembre 2020, on avait un gros tiers des salariés qui étaient en télétravail, là aussi de manière relativement récurrente dans la semaine. Et puis, ce qu'on voit, c'est effectivement sur cette période, en avril 2021, on arrive quasiment à un doublement en fait, du nombre de jours qui sont télétravaillés par semaine en moyenne par les télétravailleurs. À la sortie finalement du deuxième confinement, on voit que près de 85%, 86% selon les études, des télétravailleurs souhaitent continuer dans cette expérience de télétravail. Donc, il est clair que le travail à distance va continuer de se développer. Ça va devenir, en reprenant la citation de certaines organisations, donc quelque chose d'une modalité banale de l'organisation qui est intéressante pour les entreprises aussi, puisqu'elle va permettre d'accélérer les questions de flex office qui étaient déjà en discussion depuis un certain temps, et on va le retrouver dans une majorité de sociétés, particulièrement les compagnies qui représentent des centaines de salariés. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des usages. Donc le télétravail, cette solution Azure Virtual Desktop répond à l'essentiel du besoin donc, pour le télétravail, mais il y a quand même des points forts par rapport à cette solution. Donc déjà, il y a le côté sécurité et réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de stockage concrètement sur la machine. Donc du coup, ça permet de gagner en sécurité par rapport notamment à des obligations légales sur les services financiers, santé, gouvernement, qui vont pallier au risque de vol de données. Et puis il y a un côté anti-vol. Finalement, si on vous vole le PC dans le train ou votre terminal dans le train, eh bien en tous les cas, il n'y aura pas de données
quelconques qui sont liées à l'usage du bureau virtuel, tout étant sécurisé dans le cloud. Alors Boris, on a vu aussi qu'il y avait une appétence assez forte pour le service de la part de bon nombre d'organisations pour tout ce qu'on peut considérer classé comme étant de l'usage temporaire finalement. Un cas que l'on peut voir souvent concerne les fusions-acquisitions en fait, de sociétés ou de différentes éventuellement business units. Puisque des fois, plutôt que d'aller repasser sur tous les postes de travail physique et de devoir, tu sais, réimager les postes avec un master, il est plus simple dans ces phases de transition d'aller proposer un poste en fait en virtuel, donc donner un accès facilité au système d'information avec toute la sécurité qu'il y a autour. On a vu aussi dans les cas notamment de missions, de prestations par exemple temporaires ou d'embauche de salariés suivant les saisonnalités avec des contrats à durée déterminée, plutôt que d'aller financer en fait l'achat d'un laptop qui va effectivement être du matériel qui va se déprécier par la suite pour l'entreprise, il peut être plus intéressant d'aller chercher justement un poste de travail virtuel et puis donner un accès comme ça à un consultant qui viendrait son device fourni par sa société. Et c'est tout à fait ça. Donc les parts spécifiques, c'est typiquement l'utilisateur qui arrive, qui utilise son terminal personnel, que ce soit un smartphone, une tablette ou un autre type de terminal, pour accéder à son bureau virtuel et aux applications associées. Ça peut être aussi des terminaux simplifiés. On voit des demandes typiquement de systèmes de caisse pour des points de vente, pour des centres d'appel, où on a besoin en tous les cas de ne pas avoir forcément une richesse très forte en termes d'applicatifs. Et puis des travailleurs de succursales, c'est plutôt des équipes qui sont réparties sur plein de petites géographies. Et donc, ça facilite surtout le travail des administrateurs, encore une fois, tu le disais, pour déclencher des accès, fermer des accès, et typiquement pour faire des mises à jour à distance de l'ensemble de la suite logicielle et du desktop de manière transparente pour l'utilisateur, parce que concrètement, il a juste à se reconnecter et immédiatement, il bénéficie de la version mise à jour. Fini les temps de mise à jour par tranche de 10 minutes, voire 1 heure. Qui peuvent être un peu fastidieux. Puis enfin, il y a un dernier volet qui est, pour lequel on voit qu'il y a pas mal d'engouement, tout ce qui est autour des usages avancés. Alors c'est vrai que souvent dans le cas des populations développeurs qui peuvent avoir aussi des demandes assez importantes en termes de configuration matérielle, c'est assez simple effectivement du coup de leur mettre à disposition des postes virtuels qui vont avoir beaucoup de RAM, beaucoup de processeurs pour les développements locaux. Ça peut être aussi le cas pour des applications d'ingénierie aussi qui nécessitent par exemple parfois du matériel spécifique. Je pense à des cartes qui embarquent des GPU, donc des processeurs graphiques pour de la modélisation 3D. Plutôt que d'acheter ce type de matériel spécifique, ça peut être aujourd'hui une des forces d'aller tirer parti du catalogue assez dense maintenant de machines virtuelles fournies dans Azure. Et puis il peut y avoir enfin des cas aussi où on a des applications qui ne s'exécutent pas forcément en natif sur tous les types de matériel. Je pense par exemple à des plateformes macOS sur lesquelles on ne pourrait pas tout de suite installer une application Windows Win32 Legacy, une application métier. On peut la fournir à des utilisateurs qui ont du macOS par le biais de ces solutions en mode bureau virtualisé. Très clair. Alors, les facteurs clés de succès de ce type de service, en fait, bureau virtuel, il faut qu'il y ait un travail qui soit parfaitement accessible et fonctionnel, en fait, pour les utilisateurs en tout lieu, tout terminal. Tu en as parlé, la scalabilité, être capable de déployer très rapidement, d'ajuster les capacités au plus vite. Moderniser et réduire les coûts d'exploitation, puisque ça a quand même des vertus significatives, notamment avec le support de multisession. Et puis, tout ça dans un contexte de sécurité des données utilisateurs. Alors, je te propose d'aller voir tout de suite que tu nous montres l'expérience utilisateur en te connectant donc à un bureau virtuel Windows 10. Eh bien, c'est parti, allons voir ça en pratique. Donc, pour ce faire, on a deux possibilités. On va pouvoir soit utiliser en fait un client riche que tu vois ici à droite, qui est un client riche qui va être disponible en fait sur la plupart des plateformes du marché, qu'on soit sur Windows, macOS, iOS ou même avec certains partenaires des plateformes Linux. Et si on n'est pas sur ces plateformes-là ou tout simplement qu'on n'a pas la possibilité de télécharger, d'installer ce programme, tu vois qu'on a aussi à disposition un mode d'accès en client léger avec un navigateur qui va être compatible HTML5. Donc, on va se connecter maintenant, je te propose, sur le poste que l'on a déployé tout à l'heure.
Donc tu vois ici, je vais dans l'interface cliquer sur l'icône en fait qui a été mis à ma disposition. Donc mon administrateur qui a configuré cet accès pour moi. Je rentre les identifiants de mon compte d'entreprise et tu vois, j'arrive ici en session. Donc ici, je suis connecté sur le bureau virtuel. On va lancer par exemple une application bien connue, je pense, de tout le monde, pour montrer en fait que l'expérience, tu vois, est extrêmement fluide. Voilà, on voit vraiment pas la différence avec un Word qui serait exécuté en local. On va mettre bienvenue à toutes et tous. Test depuis Azure Virtual Desktop. Donc là, tu vois, entre le moment où j'appuie sur le clavier et où je déplace ma souris, j'ai vraiment aucun input lag. Et puis voilà, on peut faire plein de modifications, utiliser son logiciel de traitement de texte ou de consultation comme d'habitude. Voilà. Donc c'est extrêmement fluide. Pour des usages de type bureautique, ce qu'on a souvent également, c'est évidemment recours souvent à son navigateur web. Donc là, encore une fois, tu vas voir que c'est particulièrement fluide. Tu vois, si j'ai besoin d'aller faire une recherche ici sur Bing, je peux me servir là, encore une fois, de la navigation web. C'est extrêmement confortable. Je peux te montrer également un petit exemple, par exemple, de vidéo, si on doit faire un peu de multimédia. Donc, tu vois ici, voilà, on va se lancer, monter un peu haut. Et donc là, ici, tu vois par exemple un extrait de vidéo. Donc là, c'est une petite pub avant la vidéo du lancement de la mission SpaceX vers l'ISS. Et voilà, tu vois, on arrive sur la vidéo ici. Je peux zoomer, je peux avancer dans la timeline. On a le son également. Donc là, les personnes qui nous regardent n'ont pas forcément le retour son, mais j'ai le retour son également dans le casque et c'est parfaitement fluide. Et puis on peut même avoir des choses un peu plus sympas. Si on va ici du côté, par exemple, d'un site de petits jeux en ligne, par exemple, tu vois, on peut se connecter et faire, voilà, pendant les pauses, pendant une petite pause café, s'il y a besoin, on peut se divertir un petit peu, tu vois, ça reste très confortable en termes d'usage. Eh bien, merci pour cette démo, Florent. Du coup, je pense qu'on l'a vu, on a une sensation vraiment d'avoir Windows 10 qui est installé sur le terminal. C'est compliqué, parfois on joue avec Florent à voir vraiment si c'est le cas ou pas. On a une compatibilité qui est très bonne, qui est complète avec les applications Windows 10, of course. On a un environnement de travail persistant, donc il faut bien comprendre que quand on se reconnecte, eh bien, on retrouve sa session en l'état où on l'avait laissé, c'est-à-dire ses raccourcis, ses dossiers, ce genre de choses. Accessible tous terminaux. Alors, vous pouvez utiliser bien sûr Microsoft Office comme on l'a démontré. On a optimisé l'expérience pour Teams, le logiciel de communication de Microsoft, mais on a aussi un support officiel de Zoom et de Webex. Et puis, au-delà du fait que toutes les machines, toutes les configurations qui sont disponibles sur Azure permettent de bénéficier de ce service. Vraiment une très bonne expérience utilisateur, Florent. Oui, et puis Boris, je pense qu'il faut quand même mentionner le support multi-écran. C'était la fonctionnalité, je pense, que tout le monde attendait pour pouvoir profiter de Azure Virtual Desktop sur 16 écrans et jusqu'en 8K. Donc voilà, on ne cache pas notre plaisir que ce support soit enfin effectif. Donc on a vu que l'expérience utilisateur est relativement aboutie sur cette solution. Un autre point important, eh bien, c'est l'opportunité d'optimiser ses coûts informatiques à travers cette solution. Effectivement, il y a 4 leviers principaux pour cela. Donc, il y a le fait de capitaliser sur les licences Windows 7 et 10 pour accéder au service, la plupart étant éligibles pour permettre cet accès. Une autre opportunité, eh bien, c'est si vous disposiez de licences RDS, qui est la génération précédente de ce service de bureau virtualisé, donc RDS qui était on-prem. À partir du moment où vous disposez de licence RDS avec service assurance, eh bien, même configuration, vous avez l'accès au service. Et puis, dans toutes les configurations possibles, de toute façon, il y a un point qui est très important, c'est le capitaliser sur le mode multisession de Windows 10. Donc on rappelle que dans la plupart des cas, ce type de solution de bureau virtualisé, eh bien, ça correspond à un utilisateur, une machine virtuelle. Avec le mode multisession de Windows 10, vous avez la capacité à mettre un certain nombre de sessions toujours persistantes sur la même machine virtuelle, ce qui vous permet d'optimiser de manière
importante les coûts. J'ajoute que vous avez accès aussi à toute une certaine richesse dans la configuration pour être en capacité de limiter le nombre d'utilisateurs maximal, par exemple, sur une même machine, pour optimiser, pour toujours trouver l'équilibre entre performance et coût. Et puis le dernier pilier, eh bien, c'est le modèle du cloud, c'est-à-dire que vous ne payez que à l'usage de ce service, contrairement à d'autres solutions où vous disposez d'une licence qui en général est facturée à un prix élevé et qui ne, même si vous avez un usage que partiel ou occasionnel du service, eh bien, vous allez payer ce prix. Voilà, j'ajoute le fait que il n'y a pas de surcoût, même s'il s'agit de bureaux Windows 10 sur le prix d'usage de la machine virtuelle. Elle est facturée au même titre que sur le même niveau qu'une machine virtuelle Linux. Et puis, on va le voir un tout petit peu plus tard, donc il y a un nouveau modèle qui a été de prix, qui a été annoncé exclusivement pour les collaborateurs externes à votre organisation. Voilà. Alors maintenant, Florent, tu vas nous montrer comment déployer typiquement Service, en capitalisant notamment sur la nouvelle fonctionnalité Quick Start, et puis comment surveiller, le monitorer, sa bonne exécution pour un administrateur. Alors c'est parti Boris, tu vois, je t'ai amené ici sur le portail Azure où on voit que les nouveautés, et notamment dans le volet Azure Virtual Desktop, le nouveau bouton Quick Start, comme tu peux le voir, qui nous permet d'accéder à cette nouvelle page depuis laquelle je démarre en fait cet assistant. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que cet assistant, il simplifie drastiquement le nombre de paramètres à saisir. On va avoir à peu près 2 fois moins de paramètres. Donc première chose, déjà, on peut ici partir soit d'un environnement existant, ce qui peut être le cas de beaucoup de nos clients, ou éventuellement, si j'ai rien du tout, d'une souscription toute vide, auquel cas l'assistant va venir rentrer et déployer tous les composants, tous les prérequis nécessaires. Donc j'ai quelques paramètres à préciser, comme par exemple le préfixe du groupe de ressources, l'emplacement où je souhaite déployer ces bureaux virtuels. Donc ici, en l'occurrence, on va déployer ça en Europe du Nord. Un compte global admin Azure. Et puis ici, tu vois, je vais rentrer simplement, dans mon cas de ma souscription existante, les credentials d'un compte de service, d'un Active Directory qui tourne sous forme de contrôleur domaine, mais j'aurais aussi pu avoir une version managée avec l'Azure AD Domain Services. Ensuite ici, tu vois que je vais pouvoir spécifier que je veux directement déployer du Windows 10 multisession. Je pourrais amener mon image master, mais ici dans ce cas de figure, je vais directement pour un quick start profiter des images marketplace qui sont fournies par Microsoft. Et je peux, comme tu vois, profiter de tout le catalogue de gabarits de machines virtuelles. Donc aussi bien pour des besoins de scénarios bureautiques, si j'avais besoin de machines avec des cartes graphiques, GPU Nvidia ou AMD, je pourrais également aller le sélectionner. Et puis je vais finir ici par rentrer les quelques derniers paramètres comme le nombre de bureaux virtuels que je souhaite déployer, le réseau d'attachement, et puis je précise dans ce cadre-là directement le contrôleur de domaine que je vais utiliser. Et puis enfin ici, tu vois que je vais pouvoir tout de suite aller récupérer aussi un groupe Azure Active Directory qui contient les utilisateurs qui vont être automatiquement assignés en fait derrière au bureau virtuel, et c'est donc aussi une des simplifications qui est faite derrière ce Quick Start, puisque toutes les opérations de configuration, le paramétrage des host pools, les autorisations, mais aussi dans le cadre du multisession, tu vois, le fait d'aller provisionner FSLogix, d'aller provisionner le compte de stockage, tout ça, c'est vraiment automatisé en arrière-plan par ce Quick Start. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour des organisations qui veulent soit très vite mettre à disposition des bureaux virtuels, ou même qui voudraient tester, dans le cadre d'un maquettage, par exemple. Ça peut être vraiment intéressant de ne pas sortir depuis cet assistant, voilà, qui simplifie grandement les opérations. Alors Boris, maintenant qu'on a vu l'assistant de déploiement très rapide, je vais te montrer l'envers du décor et toute la partie en fait exploitation, comment j'administre la solution en production une fois que c'est déployé. Donc toujours depuis le portail Azure, je vais me rendre ici dans le volet Azure Virtual Desktop. Et en fait, tu vois ici qu'on a une section Manage, en dessous de laquelle en fait, je vais retrouver les différents volets qui vont me permettre d'administrer les composants d'Azure Virtual Desktop. Donc le premier composant que je peux vouloir modifier, paramétrer, va être le pool dot, tout simplement, c'est-à-dire là où j'ai mes bureaux virtuels.
Et comme tu peux le voir, ici, je peux venir modifier un certain nombre de paramètres, notamment les propriétés, par exemple, le RDP, qui me permet de contrôler les autorisations en termes de redirection, de périphériques locaux. Si je souhaite autoriser l'utilisateur à brancher des disques, à utiliser peut-être sa webcam. Je vais pouvoir également ici contrôler, tu vois, les machines virtuelles qui composent mon pool dot. Et quand je vais avoir des opérations de maintenance à faire, je vais pouvoir ici activer des options comme le dry mode qui me permettent de ne plus prendre en charge de nouvelles connexions. Ensuite, quand je vais être amené à définir des autorisations pour les collaborateurs pour donner accès à ces bureaux virtuels ou à ces applications, je vais pouvoir me rendre dans l'objet Application Group qui a été créé et venir ici définir ce qu'on appelle donc des assignments, des autorisations, en venant tout simplement puiser dans l'annuaire Azure Active Directory, donc l'annuaire d'identité ici, les groupes utilisateurs ou les collaborateurs pour lesquels je souhaite donner un accès qui donc verront les ressources Azure Virtual Desktop apparaître dans le client de connexion, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, je vais avoir des fonctions évidemment intéressantes sur la partie super troubleshooting. Si j'ai besoin rapidement de localiser un utilisateur, tu vois ici, je vais pouvoir aussi voir l'utilisateur, les sessions qu'il est en train d'utiliser et pourquoi pas lui envoyer un message ou si besoin le déconnecter. Comme tu peux voir ici, là j'ai quelques petites options à ma disposition. Donc là, toujours pratique quand on a besoin de rapidement intervenir sur un collaborateur en difficulté. Et enfin, le dernier panneau qui est pas le moindre, je dirais, en termes de fonctionnalité, puisque c'est en fait toute la partie monitoring. Donc, c'est l'ensemble en fait des services de supervision qu'on fournit vraiment sur étagère. Donc, c'est tout un tableau de bord qui est préconstruit. Il y a juste à l'activer finalement, à venir le déployer. Et on va avoir un ensemble de statistiques, que ce soit autour des performances pour l'utilisateur en session, que ce soit pour diagnostiquer des problématiques de connexion, ou tout simplement voir comment nos bureaux virtuels effectivement se comportent en termes de performance. Donc tout ça est fourni sur étagère, et encore une fois, c'est juste une activation et après, on peut venir comme ça travailler et accéder à toutes ces informations de dépannage ou d'optimisation si le besoin s'en fait sentir. Très utile, hein. Merci Florent. Bon Boris, je te propose maintenant d'aborder les nouveautés. Je pense que tout le monde attend ce moment avec impatience. Donc, on a déjà vu la nouvelle expérience de déploiement avec le Quick Start, mais il n'y a pas que ça qu'on a annoncé récemment. On va parler déjà d'une nouvelle tarification pour les utilisateurs externes. C'est quelque chose qui était assez attendu. Puis ensuite, je te propose qu'on zoome sur les investissements qu'on a fait sur la plateforme, sur l'aspect technique. Donc, on va voir un peu les nouveautés autour de la sécurité, de la gestion et globalement de la simplicité d'utilisation. C'est toujours notre leitmotiv. Et puis, on pourra terminer également par une vue sur aussi ce qu'on fait et qu'on continue de faire avec notre écosystème partenaire. On y va. Alors oui, Florent. Donc la nouvelle tarification pour les utilisateurs externes, donc ça c'est quelque chose, comme tu le disais, qui était assez attendu. Ça permet concrètement aux utilisateurs qui sont externes à l'organisation de ne pas être dans la situation nécessairement obligés de leur acheter une licence pour bénéficier du service. Et donc, on a annoncé un nouveau modèle de tarification qui leur permet d'accéder soit au desktop et l'ensemble des applications, soit uniquement à certaines applications, avec un tarif qui tourne entre 10 $ et 5,50 $ actuellement, qui sera complètement en place au 1er janvier 2022. Et la bonne nouvelle, c'est que d'ici là, à partir du 15 juillet jusqu'au 31 décembre de cette année, le service est gratuit. Donc, c'est l'occasion de l'essayer. Eh oui, ça serait dommage de s'en priver. Sur la sécurité, quelque chose qui était attendu depuis un long moment maintenant, c'est la simplification de la gestion justement des identités, puisque jusqu'à présent, on avait besoin toujours d'avoir des contrôleurs de domaine Active Directory de façon traditionnelle. Eh bien, très prochainement, et vraiment très prochainement, on va pouvoir maintenant joindre les bureaux virtuels Windows 10 multisession directement dans Azure AD. Donc, on va sur certains scénarios où ça pouvait poser problème, on va pouvoir supprimer le besoin de la dépendance à un contrôleur de domaine Active Directory traditionnel et avoir des machines Azure AD Join
uniquement, donc pour pouvoir encore une fois vraiment simplifier l'expérience autour de l'identité. Et c'est pas la seule chose qu'on a également annoncé, puisqu'on va également proposer des fonctionnalités pour prendre en charge de nouvelles méthodes d'authentification, par exemple les clés FIDO2, et enrichir le support de certains services comme Azure File pour supporter justement ces identités cloud only pour les utilisateurs. Alors, toujours dans une optique de simplifier l'expérience pour les administrateurs, hein, ça reste quand même quelque chose, tu as compris, qui est très important pour nous. On va également, et ça c'est une réalité depuis mai maintenant, hein, puisqu'on peut donc profiter de ce qu'on appelle l'enregistrement, l'enrollment des machines Windows 10 multisession avec Microsoft Endpoint Manager, hein, slash Intune, hein, pour ceux qui donc connaissent hein, le nom de cette solution historiquement. Et donc l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir depuis la console Endpoint Manager avoir directement la vue centralisée à la fois, si tu veux, sur les bureaux virtuels, mais aussi sur les périphériques, les devices physiques comme les laptops hein, ou les stations d'entreprise, et donc pouvoir déployer toutes les stratégies de configuration en termes de configuration de profil, assurer la télédistribution des applications et puis configurer également les stratégies de sécurité pour verrouiller ces applications. Et donc ça, c'est quelque chose qui est disponible dès maintenant. Vous pouvez le tester. Claire. Donc on voit qu'on fait beaucoup d'investissements toujours sur la plateforme. Alors, on rappelle que le service peut aussi être déployé donc avec nos partenaires Citrix et VMware, donc qui sont spécialistes de ce genre de solutions de virtualisation depuis quelques années déjà. Et on a aussi, on peut trouver sur la marketplace donc de nombreux services annexes qui permettent de soit rajouter une certaine fonctionnalité pour faciliter les impressions par exemple, soit pour avoir davantage d'informations en termes de justement d'usage de la plateforme. Voilà, une certaine diversité en fait des usages. On a continué à énormément renforcer cette partie-là, et donc il existe de nombreux modules qui peuvent être proches de solutions que vous utilisez déjà, qui sont disponibles sur la marketplace. Et donc, je vous invite à aller faire un petit tour dans le catalogue. Enfin, donc pour déployer les services, on a un programme de certification avancé avec un certain nombre de partenaires qui donc ont passé cette certification, qui garantit une très bonne expérience, une très bonne connaissance des compétences qui sont nécessaires pour ce déploiement et qui ont déjà procédé à de nombreux déploiements en fait, du service chez différents clients. Donc c'est également, si vous êtes intéressé par déployer, c'est avec ce genre de partenaire qu'on vous invite à échanger. Merci beaucoup Boris. Le mot de la fin, une petite conclusion de tout ce qu'on a pu voir sur cette session? Yes, donc on a eu une présentation succincte du produit et des usages qui sont typiquement associés. Donc grâce à toi, on a eu des super démos sur l'expérience utilisateur et sur la configuration du nouveau mode Quick Start. On a fini avec un petit tour des nouveautés et donc en conclusion, donc on a aussi compilé avec Florent un certain nombre de ressources que vous retrouvez sur l'URL qui s'affiche et qui vous permettront d'en apprendre davantage encore sur le service, sur des usages avancés ou plus techniques, et qui vous permettront aussi de facilement rentrer en contact avec un des partenaires que je mentionnais justement pour déployer la solution et en discuter si vous êtes intéressé. On vous remercie beaucoup pour votre attention et on vous souhaite une super journée. Merci à toutes et tous et à bientôt pour de prochains webinaires. Bonne journée à tous. À bientôt et on reste un petit peu sur le chat pour répondre à vos questions éventuelles.